Mon frère, il est lucide. Il sait ce qu'il fait, c'est pas bon pour sa santé. Il sait qu'il est en train de se tuer. Et c'est ce que j'appelle les démons, c'est-à-dire que c'est plus fort que lui. Et ces allers-retours entre lucidité et démons, ça, pour moi, ça a été le plus difficile à vivre. Et pour mon père aussi, parce que je me souviens de la dernière soirée avec mon frère. C'est le jour de ses 35 ans et il est super bien. Et je ne peux pas supporter, en fait, de le voir aussi bien, alors que je sais que par ailleurs, il se fout en l'air avec l'alcool, qu'il est en train de se tuer à petit feu, et que ça tombe dans 24 heures ou 48 heures, je vais le voir très très mal. Et donc, je sors de table, et je me cache derrière une armoire, et je me mets à pleurer en me disant « Mais c'est pas possible d'être aussi bien que ça, et puis d'être aussi mal dans 24 heures. » Et donc, voilà, plus tard, quand je mettrai des mots là-dessus, c'est ce que je vais appeler les allers-retours entre lucidité et démon, quoi. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Tout commence par une tragédie. En 2008, il perd son frère aîné, Cédric, emporté par les addictions. Un deuil immense, une douleur qui ne se limite pas à l'absence, parce que l'addiction ne tue pas seulement ceux qui en souffrent. Elle ronge aussi ceux qui restent. Elle laisse des familles brisées, des proches à bout de souffle, écrasés par l'impuissance, la culpabilité souvent, la colère. Face à ce chaos, il refuse de rester spectateur. Il enquête, il cherche à comprendre. En 2022, il réalise un documentaire, Tout pour être heureux, un film qui brise le silence, qui donne la parole à ceux qu'on entend rarement, les proches. Ceux qui aiment, qui espèrent, qui s'effondrent, ceux qui restent avec leurs questions sans réponse et une douleur qui ne s'éteint jamais vraiment. Le film résonne, plus de 16 000 spectateurs, des débats, des témoignages, des larmes, des déclics. Chaque projection devient un espace où l'on dépose un peu de ce poids, mais il ne s'arrête toujours pas là. Il veut aller plus loin. Il crée un fonds philanthropique inédit, dédié à la prévention pour agir avant que l'addiction ne s'installe. Parce qu'on ne tombe pas dans l'addiction par hasard, parce qu'un manque d'outils, un stress mal géré, une douleur tue, peuvent ouvrir la voie à l'irréversible. Chef d'entreprise, conférencier, auteur, il a fait de son parcours une mission, un engagement concret pour ceux qui, comme lui, ont vu l'addiction détruire un être aimé. Et aujourd'hui, Jérôme Adam est avec nous et je suis heureuse de te recevoir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va ? L'introduction était assez complète. Ouais, je sais pas où tu es allé chercher tout ça, mais le film a été tourné en 2020, mais oui, la première projection est en 2022. Oui, c'est pour ça, ouais, d'accord. Okay. Première projection en 2020. Et si les gens veulent le voir, en fait, ça se passe comment là aujourd'hui ? Là, j'ai une offre d'une plateforme de VOD et des VOD. Pour le moment, je n'ai pas signé parce que j'attends de voir si, toujours avec cette fameuse chronologie des médias, si on ne peut pas faire quelque chose de plus ambitieux avant de signer ça. D'accord. Donc, mais je pense qu'en 2025, je vais finir par soit accepter ça, soit avoir autre chose. Et donc, il sera disponible en ligne d'ici l'année, fin d'année, je pense. Ouais. Parce que j'aimerais le conseiller à beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant déjà est-ce que vous avez fait des épisodes pour les proches ? Et c'est vrai qu'on en a fait très peu. On avait fait un avec Olivia Leray qui avait son papa alcoolique. Mais c'est vrai que c'est un sujet très important. Moi, je renvoie souvent vers les Al-Anon. Al-Anon, ouais. Donc ça, c'est important. C'est les groupes de parole pour les proches des dépendants. Oui, tout à fait. Mais si les gens pouvaient voir ce documentaire, je trouve qu'il est précieux. Est-ce que, Jérôme, tu peux me donner ta définition de l'addiction ? Alors l'addiction, il y a les définitions que j'ai découvertes via des professionnels lors des ciné-débats autour du film, et notamment l'une qui m'a peut-être le plus marqué ou qui est peut-être la plus simple à retenir, ce qui est la perte de contrôle, tout simplement. Donc la perte de contrôle. Et alors hier, je lisais un papier sur l'alcool et j'ai découvert cette phrase qui est la perte de la liberté de s'abstenir. Et j'ai trouvé que c'était, je crois que c'est le docteur Loewenstein, c'est Jean Fouquier. Oui, Jean Fouquier. Et je ne la connaissais pas encore. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette idée de la perte de la liberté de s'abstenir. Donc, ça rejoint la perte de contrôle, mais c'est formulé différemment.
Oui, ça rentre dans le cadre de l'addiction, s'abstenir, on ne peut plus. Pourquoi est-ce que tu as choisi le titre Tout pour être heureux? Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai mon meilleur ami, Cyril Gelblat, qui a fait un film qui s'appelle Tout pour être heureux, avec Manu Payet, qui n'a rien à voir avec ce sujet. Mais en tout cas, c'est le même titre, sauf qu'il y a un point d'interrogation. Pourquoi tu as choisi ce titre-là? C'est une phrase que j'ai souvent entendue dans mon entourage, parfois le plus proche, et notamment de mon père, pour désigner mon frère qui donc avait soi-disant tout pour être heureux, beau gosse, intelligent, d'un milieu plutôt privilégié, doué dans ses études, enfin voilà, qui avait tout pour réussir en fait. Et malgré tout, on pouvait ressentir, si on prêtait un minimum attention, une certaine fragilité. Et donc, rien que ça voulait dire qu'il avait peut-être pas tout pour être heureux. Et ce titre, pour moi, c'était aussi la volonté d'aller contre les préjugés où finalement, les personnes addictes, si elles le sont, c'est parce qu'elles l'ont bien choisi. Et donc, voilà, ce tout pour être heureux, pour moi, il y a un peu toutes ces idées derrière ce titre. Donc, à la fois une réponse, le point d'interrogation vient interroger et vient aussi indirectement répondre au fait qu'ils n'avaient peut-être pas tout pour être heureux ou que les personnes n'avaient peut-être pas tout pour être heureux. Ça vient nous interroger sur les apparences où finalement souvent on se limite aux apparences et on ne va pas chercher derrière les apparences. C'est aussi d'un point de vue social, je pense qu'il y a presque un côté où on a un regard assez moralisateur sur la situation et donc là aussi on ne va pas s'interroger sur des vulnérabilités, qu'elles soient d'ordre psychique, liées à des traumatismes, enfin tout ce qui fait que chacun... parfois, voilà. Tout simplement. Ouais, exactement, qui fait que chacun a ses vulnérabilités en fait. Donc voilà, donc tout ça, ce titre, c'était pour nous interroger autour de toutes ces notions. Ouais, c'est intéressant parce qu'en tant qu'addict, je l'ai beaucoup entendu. Il est intéressant ce titre aussi parce que l'addict lui-même peut parfois se culpabiliser en se disant « mais j'ai tout pour être heureux et pourquoi je suis comme ça ?» C'est pas que les autres qui vont nous culpabiliser, c'est soi-même. En regardant notre vie, on se dit « pourquoi mon frère, ma sœur, lui ?» Parce que c'est le sujet du film. En plus, c'est intéressant de voir la fratrie, de voir la différence entre des frères qui ont été soi-disant élevés de la même façon, avec les gènes plus ou moins, des gènes quand même parfois très proches. Eh bien, c'est tout à fait différent. Moi, je regardais ma sœur, mon frère, pourquoi moi ? Pourquoi j'ai tout comme eux pour être heureux, quoi. Donc, ça vient questionner beaucoup aussi sa façon de se regarder soi-même. Il y a une phrase, je ne sais plus si c'est dans le documentaire ou dans une interview de toi où tu cites, je ne sais pas de qui est cette phrase, mais tu la cites, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. J'adore cette phrase. Elle est de Churchill, voilà. Toi, tu as vécu la perte d'une mère, d'un frère, tu as découvert cette tumeur au cerveau qui t'inflige cette cécité. Pourtant, je suis aveugle, il n'y a pas de problème pour moi, on peut dire. Ouais, oui, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est pourquoi pas, en effet, qui t'a rendu aveugle. Pourtant, tu choisis de voir dans ces épreuves une force. À quel moment, justement, tu t'es dit qu'il fallait transformer cette histoire en film pour en faire une force aussi ? Alors, cette citation de Churchill, elle est présente sur la page d'accueil de mon site perso. Donc, elle est effectivement, pour moi, elle est très, très importante et elle traduit vraiment un état d'esprit. Et donc, essayer de... tu parlais de l'éducation, des gènes, et donc mon frère et moi avions la même mère, et notre mère, elle avait comme principe assez fort ancré de dire, la vie continue et chaque épreuve nous rend plus forts, ou comment trouver du positif dans le négatif. C'est vraiment quelque chose de très très fort chez notre mère. Et je sais que moi je suis plutôt comme ça. Mon frère avait plus de difficultés à raisonner comme ça. Et donc, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à tout pour être heureux, je sais que j'ai aussi entendu de la part de personnes addictes qui disent elles-mêmes, j'ai tout pour être heureux et je comprends pas. Et je sais que mon frère s'est longtemps interrogé sur pourquoi il avait perdu le contrôle, pourquoi il avait basculé dans l'addiction.
C'était l'alcool? Non, c'était Il a les commencé drogues. par du cannabis. Ah oui, on va en parler déjà la première fois que t'en parles, toi, à tes parents, Ouais. alors qu'ils ne le prennent pas au sérieux du tout. Enfin, surtout mon Ton père, père. ouais. Donc, et j'ai posé la question à mon frère, en fait, de qu'est-ce qu'il avait consommé. Et il m'avait répondu, j'ai tout essayé, donc comme ça, c'était Comme ça, assez c'était clair. Voilà. Après, pour moi, l'alcool est une drogue. Aujourd'hui, je suis un fils de producteur de champagne qui boit du champagne. Mais aujourd'hui, je n'ai aucun problème à dire que j'ai conscience que l'alcool est une drogue. Donc pour moi, je fais plutôt le distinguo entre stupéfiant et alcool, et je dis pas drogue et alcool. Enfin, petite parenthèse. Derrière la motivation du film, et pour rebondir sur le titre, au départ, donc en 2012, donc il y a quand même plus de 10 ans maintenant, j'ai voulu écrire une fiction de long métrage qui raconterait l'histoire de mon frère Cédric et la mienne, et notamment cette histoire qui ferait le parallèle entre, d'un côté, lui avait choisi ce qui lui arrivait, soi-disant choisi puisqu'il était devenu addict, et moi j'avais perdu la vue, donc j'étais devenu aveugle. On t'a et donc, dit un aveugle et un toxico, ça fait un peu beaucoup dans un film, c'est ça? Ouais, et donc voilà, je voulais faire le parallèle entre ces deux histoires et montrer que le côté soi-disant choisi versus le côté subi n'était pas aussi clair et pas aussi évident que ça. Mais on m'a dit effectivement qu'un aveugle et un toxico, pour reprendre les termes exacts, ça faisait trop dans le même film. Et donc voilà, pendant 2-3 ans, jusqu'en 2014-2015, j'ai essayé de faire aboutir cette fiction long métrage. Et j'ai rebondi finalement sur un format documentaire en voulant m'intéresser aux proches et en me disant que ça coûterait moins cher, un format documentaire serait plus facile à produire. Et puis là, quand je l'ai présenté à quelques producteurs, on m'a dit, mais pourquoi s'intéresser à l'entourage? Donc on est en 2017, 2018. Et là, je me suis dit, bon, si ça continue comme ça, j'arriverai jamais à faire aboutir un film. Donc j'ai décidé de racheter les parts de mon associé, de mettre mes économies sur la table et de le produire moi-même avant que des partenaires comme la Mildeka nous rejoignent. Nous avons cette chance d'avoir le même partenaire. Voilà. Et donc du coup on a tourné l'année du Covid en 2020, histoire d'augmenter un peu la difficulté. Et puis voilà, quand le film était prêt, c'était la crise en salle, il y avait un embouteillage terrible après le Covid. Et on m'a dit, moi, si on te prend ton film, on va le placer quelques vendredis après-midi, mais il n'y aura pas de vie, en fait. Donc, j'ai décidé de lui donner vie avec des ciné-débats. Et j'ai pris, en fait, un visa temporaire au CNC en me disant, voilà, on va déjà faire une centaine de projections avec ce visa et on va prouver l'intérêt du film. Et puis après, peut-être qu'un distributeur dont c'est le métier lui donnera une vie, une vraie visibilité. Et donc, moi, j'ai toujours agi, en fait, comme un entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai voulu prouver l'intérêt du sujet, du concept, du positionnement. Et en me disant, voilà, des gens dont c'est le métier le reprendront plus tard. Mais bon, je pense que ça se passe pas vraiment comme ça, en fait, pour le moment. C'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. Mais bon, en tout cas, le film a bien vécu en ciné-débat déjà. Et on va voir pour lui donner plus de visibilité. Je peux te donner un conseil, c'est même pas un conseil, mais c'est plus ce qui m'est arrivé avec ce podcast. C'est-à-dire que je l'ai fait sans en attendre quoi que ce soit, en me disant ça va aider des gens. Et les choses, quand on les fait vraiment... de cet espace-là du cœur, c'est-à-dire sans attente et de manière un peu désintéressée, souvent, il y a un miracle qui s'opère et il se passe des choses. Donc vraiment, je pense qu'il faut laisser de côté les attentes, l'ego et un petit peu le fait de se dire ça va être un échec ou une réussite, c'est pas le sujet. Je pense que si ça touche une personne, 100, 2000, quoi qu'il arrive, en fait, le but est atteint. Tu vois, en tout cas, moi, je trouve qu'il est atteint. En tout cas, quand j'ai vu ce documentaire, là, tu parlais de ce côté subi et choisi, soi-disant. Ton père l'a bien dit, l'a exprimé avec des mots. Toi, tu n'as pas choisi ta maladie. Lui, oui. Est-ce que ça... D'ailleurs, il dit aussi, il est malade? Non, il a fait des conneries plutôt. Ton père ne voyait pas l'addiction comme une maladie. Ce regard, tu l'as souvent rencontré dans ce film? Oui, alors c'est vrai que pour en revenir aux motivations, il y avait cette volonté de montrer finalement que derrière l'addiction, il y avait quand même pas mal de choses qui pouvaient se cacher et que c'était plus une maladie que forcément quelque chose d'aussi choisi que ça. Et voilà, il a fait des conneries, oui, c'est cette phrase, j'ai quand même pas mal entendu et je suis sûr que toi aussi. Arrête tes conneries, ça ira mieux, en gros. Et donc voilà, donc l'objectif de départ, c'était d'aller un peu contre tous ces préjugés. C'était aussi de donner la parole avec le format documentaire à des personnes qu'on entend rarement, l'entourage et notamment les sœurs et les frères,
pour plusieurs raisons, parce que j'étais convaincu que les sœurs et les frères, ça pouvait être des confidents assez proches, parfois des personnes addictes, pas toujours, mais ça pouvait être des confidents assez proches en tout cas. Deuxième hypothèse de travail dans ce film, c'était que les sœurs et les frères, eh bien, ils avaient une histoire familiale à gérer, donc qu'est-ce qu'ils en faisaient? Est-ce qu'ils en parlaient à leurs enfants? Est-ce que c'était quelque chose dont ils avaient tiré des enseignements? Donc ça m'intéressait aussi, ce regard. Et puis, à force de creuser, je me suis rendu compte que j'étais angoissé, en fait, que j'étais angoissé de revivre ce que j'avais vécu avec mon frère, de le vivre avec ma fille. Et voilà, on arrive au côté catharsis où on fait les choses aussi un peu pour soi et pas uniquement pour apporter aux autres. Et donc, très clairement, ce film, c'est aussi un moyen pour moi de me libérer, de me soulager, de voir les choses avec un peu plus de légèreté. Et, on te voit au début du documentaire amener ta fille à l'école. Oui. Et tu expliques ça, cette peur de transmettre ou de devoir revivre ça avec ta fille. J'ai l'impression que ça hante beaucoup de fils et filles d'alcooliques aussi, comme la violence, de se dire est-ce que je vais transmettre ça. Oui, en fait, pour en avoir parlé, que ce soit avec des médecins qu'on a pu rencontrer avec le film ou de différentes personnes, eh bien effectivement, c'est quelque chose d'assez présent dans les familles. Et ça, à mon avis, c'est un peu tout ce qui relève de l'intergénérationnel. Je ne suis pas forcément un expert de ces sujets-là, mais j'y crois beaucoup au côté, on transmet des choses de génération en génération sans forcément en avoir conscience. Et moi, en tous les cas, c'est important d'identifier cette peur, de mettre des mots et finalement aussi de développer des réflexes ou des idées, des pistes à creuser avec ma fille. Et notamment, je suis très, très vigilant au fait qu'elle s'affirme, qu'elle ait confiance en elle, qu'elle pense par elle-même. Et par exemple, des choses très simples. Quand elle me dit, voilà, mes copines, elles pensent ça, et donc on va faire ça. Je dis, oui, mais toi, qu'est-ce que tu as envie, toi? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et du coup, elle s'affirme, donc ça se retourne, ça se voit aussi contre moi, où elle n'hésite pas à m'envoyer balader quand il faut. Mais voilà, c'est très bien. On a peur toujours d'être influencé, que nos enfants soient influencés par des amis mal intentionnés. Et en même temps, toi, tu l'as bien vu avec ton frère. Je pense que moi, personne ne m'a influencé. C'est moi qui ai essayé d'influencer les autres. Et on ne m'a pas amené là. C'est moi qui étais toute seule. Donc, il y a aussi ce truc-là de s'affirmer, en effet. Mais en tout cas, il faut arrêter d'avoir peur que d'autres personnes nous influencent. Je pense que si on doit y aller, on va y aller. Oui, alors moi j'ai quand même passé pas mal de soirées avec mon frère où j'ai vu que c'était quelqu'un d'assez influençable et donc je me suis dit quand même il y a des choses qu'il a fait aussi sous l'influence des autres, mais là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que finalement, et on en revient un peu à cette idée de choix, de choisir, on va y aller parce qu'on a aussi envie d'y aller. Et moi, je lui ai posé très clairement la question à mon frère de comment ça s'était passé la première fois, comment ça se fait qu'il y était allé. Et voilà, il m'a dit, à force de dire non à des potes qui prenaient, je crois que c'était de la cocaïne à ce moment-là, finalement, à un moment, je leur ai dit oui, j'y suis allé. Voilà, c'est pas une fois qui suffit, faut arrêter ces discours assez simplistes qui consistent à dire qu'une fois suffit, mais il y a bien eu un entourage, quand même, un environnement qui a favorisé son addiction. Maintenant, il a sa propre part de responsabilité. Non seulement il est allé, il a fait le choix d'essayer, mais c'est qu'il y a en fait aujourd'hui pour l'addiction, on sait très bien qu'il y a une famille de facteurs qui expliquent qu'on devient addict. C'est la rencontre d'un produit avec une personne et son environnement à un moment précis. Oui. Et puis, il faut savoir que cet entourage aussi, il se l'est créé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas un entourage qui nous propose de la cocaïne. Moi, j'avais ça, mais j'ai des amis qui n'ont jamais vu de la cocaïne de leur vie. Donc, il y a tellement de ci et de ci et de ci que moi, je pense que d'aller chercher les causes, c'est toujours compliqué. Je suis d'accord. Ouais. Et alors, pour répondre à la question des personnes qui me disent « Mais pourquoi dans notre famille pourquoi lui a basculé ou pas ?» Moi, je renvoie, et c'est un peu ma conclusion de 3 années de ciné-débat maintenant, je renvoie à ce triangle d'Olivenstein que je trouve assez éclairant et assez simple à comprendre, où il dit, il y a vraiment 3 familles de facteurs à prendre en compte. Il y a la personne elle-même, avec ses vulnérabilités, donc
par exemple, dans le cas de mon frère, c'était notamment, mais pas que certainement, mais les angoisses, et lui-même en parle dans le film. Là, quand je lis le mail qu'il m'a écrit 1 an avant de mourir, où il parle de ses angoisses. Donc, les vulnérabilités propres à la personne, donc le stress, l'angoisse, ça peut être un traumatisme, ça peut être un deuil, il y a différentes choses qui font qu'on devient vulnérable. Il y a l'environnement, comme tu le disais, donc ça c'est la deuxième famille de facteurs. Et dans l'environnement, il y a l'entourage, mais il y a aussi, est-ce que je suis dans un environnement où j'ai accès facilement aux substances ou aux comportements, parce que l'addiction c'est aussi les comportements, comme le jeu, la pornographie ou autre. Et puis, troisième famille de facteurs, c'est le comportement ou la substance elle-même, dont le caractère addictogène n'est pas équivalent et qui n'ont pas les mêmes conséquences sociales. Par exemple, l'alcool, socialement, est plus accepté que d'autres substances illicites. Voilà, ce triangle de Olivenstein, pour moi, c'était une vraie découverte. Et je trouve que c'est une bonne synthèse pour essayer de comprendre l'addiction, qui est un sujet quand même bien complexe à comprendre. Ah oui. Souvent, on dit que la substance tue pas seulement ceux qui la touchent. Il y a énormément de culpabilité. On le voit dans ce documentaire. Je pense que j'en ai pas fait assez. On aurait pu faire plus. Moi, ça m'a mis la chair de poule. Ça m'a vraiment, vraiment touchée. Je crois que c'est le frère et la sœur... de Laure. Il est très touchant, lui. On sent vraiment qu'il est persuadé que s'il avait fait plus, ça se serait passé autrement. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent et qui vivent ça ? Oui, alors Antoine, qui depuis a écrit un livre d'ailleurs sur le sujet, c'est vrai que lui est très très marqué par la culpabilité, et c'est un sentiment qu'on retrouve qui est assez partagé quand même, en général, la culpabilité. Et je pense que, voilà, on a Jean-Yves dans le film, qu'on appelle le sage, qui essaye de répondre à ça et qui dit que veux-tu faire de plus ? Tu l'as aimé. Donc c'est ce qu'il dit à la Sophie, la sœur d'Antoine. Il ne faut pas surestimer notre rôle. Et voilà. Et la deuxième chose qu'il dit, donc, première chose, c'est tu l'as aimé, qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Et la deuxième chose qui est très très importante, c'est ne pas surestimer notre rôle à retenir quelqu'un, ne pas surestimer notre capacité à aller contre le destin de quelqu'un. Et c'est vrai que c'est assez apaisant, en fait. Ce sont des paroles très apaisantes. C'est apaisant parce que c'est spirituel, en fait. Et c'est ça que la spiritualité fait énormément de bien dans l'addiction, d'un côté ou de l'autre. Oui. Et je pense que c'est pas forcément des paroles qu'on entend fréquemment. C'est-à-dire que on va plutôt être dans le registre du matériel, vraiment essayer de trouver des solutions, être dans l'action, et moins être dans le côté spirituel, comme tu le dis. Et c'est vrai que pour lutter contre cette culpabilité, je pense que les personnes peuvent déjà aussi se dire que cette culpabilité, finalement, même si c'est facile à dire, elle ne change pas grand-chose. C'était un coach américain que j'avais entendu sur Internet qui expliquait ça, qui disait que tu peux culpabiliser, tu peux continuer à culpabiliser, mais qu'est-ce que ça change au final ? Qu'est-ce que ça va changer ? Donc, essayer de renverser aussi la situation comme ça, se dire qu'on a sans doute fait le maximum et faire ou tenter des choses en tous les cas. Et puis, voilà, ce qu'on disait, c'est qu'on ne peut pas surestimer notre rôle. Et là-dessus, je pense que ce qui est important pour essayer d'être concret, c'est montrer qu'on est disponible, en fait. Là, si la personne nous tend la main, si elle vient vers nous, voilà, on est disponible, on est à son écoute. Ne pas briser le dialogue, surtout. Voilà, montrer qu'on est prêt à l'aider, à l'écouter, à être dans le dialogue. Et puis il y a cette phrase qui est le meilleur médicament. C'est l'amour. Voilà. Et moi, je pense que là, tout est dit. Ça enlève toute culpabilité sur les actions qu'on aurait pu ou qu'on n'a pas fait ou qu'on a fait. C'est-à-dire qu'en fait, si tu l'as aimé ou si tu l'aimes, c'est ce que tu pouvais faire de plus. Oui, ça c'est pour moi, pour le dire autrement, c'est ce que j'appelle être présent, c'est-à-dire
voilà, tu montres que tu l'aimes, tu lui dis, et donc tu montres que tu as une forme de présence vis-à-vis de lui, que tu ne l'oublies pas. Et c'est déjà beaucoup. Et dans le même temps, il faut aussi se préserver. Et c'est là la difficulté, c'est réussir à positionner le curseur entre présence et absence, parce que se préserver, c'est prendre soin de soi. Et un proche qui va bien, c'est aussi autant de chances d'aider la personne addicte à aller mieux. Parce que tu parlais de culpabilité, je pense que la personne addicte, de voir qu'elle fait du mal aux autres, involontairement peut-être, mais qu'elle fait mal aux autres, et ben ça renforce sa culpabilité à elle, et ça ne va pas l'aider. Donc, plus la personne de l'entourage prend soin de lui, plus ça va aussi aider la personne le dit très bien. Elle dit j'ai compris qu'il fallait que je me renforce. Je ne pouvais pas subir sa maladie autant que lui. Alors du coup, elle s'est protégée, elle s'est renforcée, elle a suivi son chemin et lui finalement l'a suivi. Et finalement, on a vu que le fait de s'occuper de soi, c'est ce qu'on dit au Al-Anon aussi, peut aider l'autre. Complètement, ouais. Ça c'est magique. C'est magique et c'est pas si facile que ça, non, en fait. Non, mais parce qu'on se dit, je vais pas m'occuper de moi parce qu'on se sent coupable, on dit, il faut s'occuper de lui. Mais c'est comme le masque à oxygène dans l'avion. On veut dire, il est d'abord pour le personnel de l'avion pour pouvoir après nous aider, nous. Donc on doit, nous d'abord, le proche doit d'abord être d'aplomb pour tenir quelqu'un qui, lui, n'est pas d'aplomb. Oui. Et je pense que... Et pour ça, il y a parfois, c'est bien aussi d'aller se faire aider, que ce soit par un psy, mais aussi par les groupes de parole, en fait. Comprendre qu'on n'est pas seul à vivre ça, le partager, mettre des mots, parce que c'est pas toujours facile de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et tout ça, c'est très important. Et quand on me dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? Je dis, déjà, pensez à vous, aidez-vous. Oui. Parce que là, pour le moment, important. vous ne pouvez pas plus l'aider que ça. Donc, aidez-vous et peut-être que aussi, il vous suivra, comme pour reprendre ce que tu disais au sujet d'Olivia. Quand tu as alerté tes parents à 13 ans sur les comportements de ton frère Cédric, leur réaction, est-ce qu'elle t'a blessé ? Parce que ça, c'est important aussi que les gens qui nous écoutent sachent comment réagir à la première alerte. Est-ce que, d'après toi, ils auraient dû s'inquiéter ? Qu'est-ce qui n'a pas été à ce moment-là ? D'abord, c'est blessant aussi de ne pas t'écouter quand toi, tu donnes un signal d'alerte. Je vais finir par croire que tu connais le film par cœur, parce que là, tu me ressors. Je rigole ou quoi ? Je l'ai vraiment vu et 2 fois. Ah, mais ça, j'en ai 2 fois. Non, mais tu ressors vraiment des points très forts, très clés de l'histoire. En fait, la première fois que j'en ai parlé à ma mère, elle a eu ce réflexe de protection, en fait. Elle m'a dit, c'est pas à toi de t'en occuper, ça relève de la responsabilité des parents. Ouais, et puis on t'a dit, tu vois le mal partout aussi. Et ça a été la deuxième fois, c'est quand j'en ai parlé à mes parents en présence de mon père, où là, ma mère, elle n'était plus dans le déni et elle voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu as trouvé des cuillères quand même. Hein. Voilà, exactement. Donc, ma mère n'était pas dans le déni, mon père beaucoup plus. Et là, quand mon père m'a dit il faut pas voir le mal partout, Jérôme, j'étais sec. Et ce qui était après notre histoire, elle est aussi particulière parce que moi à ce moment-là, je venais de perdre la vue, donc c'était aussi. En fait, tout de suite, c'était une catastrophe familiale, aussi pour mon frère. Ce qui t'est arrivé à toi, on va en parler de secondes quand même, c'est important. C'est-à-dire que tu découvres une tumeur au cerveau. Oui, c'est ça. Mais c'est en perdant la vue que tu le découvres. Ça a été très brutal en fait. On est parti en voyage, notre premier voyage avec mes parents et mon frère. On avait pris l'avion et avec la pression de l'avion, en fait, la tumeur a davantage, la pression de la tumeur s'est accentuée. Wow. Et on a fait notre semaine de vacances et en rentrant, je suis allé d'urgence chez un ophtalmo qui a fait un fond d'œil, qui a vu tout de suite l'œdème. Et le lendemain, j'étais hospitalisé. Donc, je suis champenois et rémois, donc j'étais à Reims. Le lendemain, j'étais hospitalisé. J'avais pas encore tout à fait 15 ans. Enfin, c'était un peu avant mes 15 ans. Donc, et une semaine après, j'étais opéré pour ma tumeur au cerveau. Donc, tout ça, c'était très vite. Le lendemain du réveil de l'opération, j'avais perdu l'œil gauche, la vue de l'œil gauche, et je voyais 1/10 à droite. Et 2 semaines après, je voyais quasiment plus rien. Donc, tout ça, ça a été très, très rapide, très brutal. Et donc pour ma famille ça a été un choc. Moi j'en avais pas forcément conscience, mais c'était un choc. Et pour mon frère, il l'a vraiment vécu comme quelque chose de dégueulasse. En fait tout ça s'imbrique, c'est-à-dire que non seulement tes parents ils s'inquiètent
plus pour toi, forcément, il regarde moins de l'autre côté. Lui, comme on regarde moins, en fait, c'est une dynamique familiale qui, d'un coup, est bouleversée complètement. Ouais, bah, là, le tout pour être heureux, on prend un sacré coup. C'est ça. En fait, je comprends mieux le film, je comprends mieux le titre. Ah oui, non, mais là, c'est-à-dire tout allait parfaitement bien, on est en vacances, on revient et il n'y a plus rien qui va. Ouais, bah, bon, Cédric, il consommait déjà, mais on le savait pas encore. C'était pas, il l'avait pas révélé en tous les cas. Et moi, je perds la vue, et il me le dira. On en parlera d'ailleurs, et il me le dira plus tard qu'il a plongé encore plus à ce moment-là. Et quand il me dit ça, qu'il a plongé plus, moi je le prends pas comme une. Non, je culpabilise pas parce que. Je l'ai pas du tout vécu comme quelque chose de culpabilisant. Mais tu as une vraie sagesse de moi qui crois en la réincarnation, je le dis souvent ici, je repère tout de suite les jeunes et les vieilles âmes. Donc, on est sur une vieille âme qui a fait son chemin et je peux te dire que les âmes choisissent en plus leur incarnation. Donc ça voudrait dire que tu aies choisi de venir ici en perdant la vue. Je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire dans mes croyances, ça veut dire que tu es venu apprendre tout ce qu'on ne peut pas voir. C'est magnifique, c'est-à-dire que tu es venu apprendre l'invisible ici, sur cette incarnation-là. Quand tu dis ici dans cette incarnation, sur cette terre. Voilà ce que je pense. Ah bon. Je suis venu apprendre tout l'invisible. Ouais. C'est-à-dire que mais apprendre pour moi ou pour les autres? Sûrement qu'en fait, on ouvre la voie, on trouve sa voie en montrant le chemin, souvent. Et c'est ton cas. Je pense. En fait, tu trouves ta voie aujourd'hui peut-être plus qu'en étant chef d'entreprise, en apprenant aux gens à être heureux, malgré tout. Alors, j'ai pas cette prétention-là. Moi, je vais le dire autrement. Je vais juste dire que je suis hyper dans l'écoute, hyper vigilant à certains signaux qui passent complètement sous les radars de beaucoup de personnes. J'espère que tu es dans l'écoute parce que sinon il ne te reste pas grand-chose. Oui, bravo. Bravo. Non, mais c'est bien d'être dans l'écoute. Oui. Et du coup, je suis certainement, de par mon vécu et ce qui nous est arrivé, je suis sans doute plus réceptif à certains signaux. Et moins dans le jugement, voilà, c'est ça, moins dans le jugement. Mais il y a une sagesse, donc tu étais en train de dire ça justement, tu n'as pas pris cette réflexion de ton frère avec culpabilité. Non. Tu t'es dit quoi? En fait, je me rappelle très bien quand il m'a dit ça, on était au téléphone, lui était dans le sud-ouest chez un cousin en train d'essayer une énième cure et de se sauver, tout ça. Et donc il allait vraiment... pas bien, je sais pas si tu avais vu ce documentaire de Nils Tavernier, Drogue Dealer. Non. Moi, je l'ai vu, c'était en 19... C'est mon frère qui l'avait enregistré, donc au moment où il commençait il avait avoué son addiction et il commençait à chercher des solutions. Et moi, j'avais perdu la vue, donc j'ai pas les images, mais j'ai la voix des personnes qui témoignent dans ce documentaire. Elles sont terribles. Et quand mon frère me dit... qu'il a vraiment plongé quand j'ai perdu la vue. Il avait cette voix d'outre-tombe, on va dire, pour essayer d'imaginer. Et là, moi, je m'étais effondré en larmes, non pas par culpabilité, mais en raison de la voix qu'il avait. Et ça m'avait fait penser à ce documentaire de Nils Tavernier. Et, Drogue Dealer? Drogue, D-I-S-leur, le jeu de mots. Ouais. Wow, d'accord. Et c'était... on va le voir. C'était très très fort ce reportage, c'était sur Envoyé spécial à l'époque, 26 minutes. Et donc mon frère, non, pas de culpabilité à ce moment-là, c'est peut-être un peu surprenant, mais vraiment un sentiment de... il était vraiment très très bas à ce moment-là, donc j'étais plus préoccupé par ça. Et donc, j'espère que les auditeurs nous suivent parce que j'ai le sentiment que c'est très 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 riche tout ça. Ils ont l'habitude de me voir diverger. Malheureusement. Et comme moi je suis capable de diverger aussi. J'ai du mal à tenir, mais je sais toujours où on en est et je trouve que le propos reste toujours intéressant, c'est ça qui compte. C'est important. Et donc par rapport à cet moment-là, en fait, il faut avoir en tête que moi je viens de perdre la vue, que mon frère donc il vient de nous avouer son addiction, tout ça. Et donc, moi, je suis très, très inquiet pour lui, en fait, et lui est très, très inquiet pour moi. Wow. Et en fait, moi, je suis persuadé... Vous êtes très proches? C'est marrant, j'aurais jamais dit qu'on était très proches, mais quand j'écoute beaucoup d'histoires de famille, je me dis que finalement, on était assez proches quand même. Moi, j'ai l'impression, en tout cas. Et en fait, on se parlait pas énormément, mais le peu qu'on se disait, c'était quand même à chaque fois des paroles très fortes, ouais. Quoi. Ouais. Le mail, ce mail que tu lis pendant le documentaire, il arrive quand? Il me l'envoie 1 an avant de décéder. Donc,
l'été 2007, en août 2007. À ce moment-là, donc ma mère est décédée aussi, oui, parce que bon, dans notre histoire familiale, il y a mon frère, il y a moi, et puis il y a ma mère qui va décéder aussi. Et au moment où ma mère décède, mon frère allait plutôt bien, il était stabilisé, il avait un traitement de substitution. Et dans les années 90, début 2000, oui, on pensait qu'il fallait un sevrage total, chose qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique-là. On peut laisser les gens sous substitution longtemps. Voilà, et à partir du moment où ils sont stabilisés, ils ont trouvé le bon traitement, et ben finalement, on peut faire sa vie. Et on n'était pas dans cette logique-là. Donc, par contre, mon frère, il allait bien, mais donc il avait encore ce traitement de substitution. Et pour moi, dans ma tête, du coup, il n'était pas complètement sorti d'affaire. Alors que finalement, avec le recul, j'ai envie de dire que si. C'est important de le dire. Donc pour moi, il était sorti d'affaires et ma mère va décéder d'une rupture d'anévrisme. Donc là aussi, très très brutalement. Une semaine de coma et hop, c'est fini. Mais t'as choisi une sacrée vie. Voilà, c'est ça. Et du coup, mon frère va plutôt bien gérer pendant 6-9 mois, il va bien gérer. Et puis, bon, comme il y a des problèmes du cœur, il a été repéré du cœur. Et là, c'est l'épreuve de trop. Et là, il va ce que moi j'appelle décider de mourir à petit feu, le suicide à petit feu. Et il va non plus prendre de substances illicites, mais vraiment être dans l'alcool. Ouais. Et donc, là, c'est la descente aux enfers via l'alcool. Et je te dis ça parce que, pour revenir sur le mail, il m'écrit quand même. Et c'est là où, pour moi, ça a été très, très difficile à accepter et à comprendre. C'est ce mélange, ces allers-retours entre lucidité et démon. Et tu me demandais la définition de l'addiction et j'ai failli te donner celle-ci. C'est les allers-retours entre lucidité et démon. Wow, elle est belle. Parce que mon frère, il est lucide, il sait ce qu'il fait, c'est pas bon pour sa santé. Il sait qu'il est en train de se tuer. Mais quelque part, il veut y aller quand même. Mais il y va quand même, les démons. Et c'est ce que j'appelle les démons, c'est-à-dire que c'est plus fort que lui. Et ces allers-retours entre lucidité et démons, ça pour moi, ça a été le plus difficile à vivre. Et pour mon père aussi, parce que je me souviens de la dernière soirée avec mon frère, donc le 24 mai 2008. C'est mon anniversaire. C'est ton anniversaire ? Le 24 mai. Parce que c'est son anniversaire à lui. Hein. Pardon ? Oui, le 24 mai 2008. Je te crois pas. Si, ça c'est assez rationnel. Donc le 24... Alors là, tu vois, moi qui suis dans... moi, je suis toujours très étonnée des coïncidences que j'appelle pas du tout. Oui, ben voilà. Non, mais parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué. Il y a énormément de personnes du signe du Gémeaux dans les addicts. Donc ça, c'est important parce que tu vois, tu dis lucidité et démon. Ouais. On a ça d'office dès la naissance. Ouais. Le Gémeaux, il a ça. D'accord. Bah oui, les doubles personnalités, moi, c'est vraiment ces allers-retours entre l'enthousiasme et la joie profonde et le désarroi le plus total, la lucidité et la folie. Il y a ces deux personnalités très fortes en nous qui sont deux extrêmes. C'est hyper difficile de les ramener au centre. Ouais, non, d'accord. Je comprends c'est assez très bien. D'accord. Il était en quelle année, ton frère ? Il est né en 72, donc le 24 mai 2008. Pardon, je t'ai fait perdre encore. Non, pas du tout. C'est notre dernière soirée ensemble, donc le jour de ses 35 ans. 73, pardon. Je t'ai dit 72 et de 1973. 72, c'est mon épouse. Donc 1973. Et donc c'est le jour de ses 35 ans. C'est notre dernière soirée ensemble, en fait, mais je le sais pas, bien sûr, à ce moment-là. Et il est super bien. Et il me parle d'Aung San Suu Kyi, de la Birmanie, parce que bon, c'était quelqu'un de très cultivé. Et je peux pas supporter, en fait, de le voir aussi bien, alors que je sais que par ailleurs, il se fout en l'air avec l'alcool, qu'il est en train de se tuer à petit feu, et que ça tombe dans 24 heures ou 48 heures, je vais le voir très très mal. Et de le voir aussi bien, ça me fait mal, mais très très mal, en fait. Et donc, je sors de table. Et je me cache derrière une armoire et je me mets à pleurer en me disant mais c'est pas possible d'être aussi bien que ça et puis d'être aussi mal dans 24 heures. Et donc voilà, plus tard quand je mettrai des mots là-dessus, c'est ce que je vais appeler les allers-retours entre lucidité et démon, quoi. Bah, de toute façon, dans ce mail, il est extrêmement lucide quand il parle du verre de trop qui le rassure, mais jamais assez. Il y a beaucoup de choses hyper intéressantes dans ce documentaire. Il y a Georges, dont j'ai commencé à lire le livre d'ailleurs, Georges Gay.
c'est ça? Georges Gay, Ouais. G-A-Y. G-A-Y, qui lui... J'irai vers mon bonheur, voilà. Là j'ai retenu le titre. Exactement, J'irai vers mon bonheur. Donc lui, il s'en est sorti en changeant de ville, en se mettant dans le yoga, le bouddhisme. Georges, il dit qu'il n'avait pas conscience de l'impact de son addiction sur ses proches. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai aussi qu'on essaie de nous faire culpabiliser, de dire mais tu vois pas le mal que tu nous fais, tout. En fait, on souffre tellement, nous, à l'intérieur. Le propre de l'addict, c'est l'égocentrisme. Mais c'est pas de notre faute, c'est comme ça. On est tout le temps en train de s'apitoyer sur notre sort et dire « Regarde comment je souffre ». Pourquoi est-ce qu'on fait des tentatives de suicide ou même des fausses tentatives de suicide en consommant? C'est parce qu'aussi on appelle à l'aide, parce qu'on souffre trop. Donc qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que les autres vont vivre? Et c'est rare que les addicts souffrent d'avoir fait souffrir d'autres gens. Et il ne faut pas prendre ça contre vous, les proches. Il faut comprendre que la souffrance est telle qu'on n'a pas le temps, en fait, de regarder autour. Oui, c'est-à-dire que le mode de pensée est complètement modifié aussi. Donc oui. Et comme tu disais, la souffrance, enfin, il y a une forme d'égocentrisme au sens où on est centré sur sa propre Mais regarde, toi, tu quoi. as une maladie et tu n'as pas cet égocentrisme-là. Tu passes ton temps à avoir peur et à t'inquiéter pour ton frère. Parce que la dépendance, c'est une autre forme de maladie et l'égocentrisme en est sa manifestation première. Oui, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, ce qu'on avait commencé à dire, c'est que moi, je m'inquiétais pour lui, lui, il s'inquiétait pour moi. Donc, tu vois, finalement, il avait quand même c'est vrai. Une forme... Mais bon, attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas connu ces phases égocentriques. Il peut s'inquiéter pour l'autre. Et nous, on est dans une circonstance où voilà, j'ai eu une tumeur au cerveau, j'ai perdu la vue. Voilà, c'est pas, il y a eu un événement extérieur. Il ne s'inquiétait pas de ce que lui faisait subir aux autres, il s'inquiétait plus de ta maladie. Exactement. Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, on se dit, eux, ils souffrent peut-être, mais à côté de moi, c'est rien, quoi. Moi, c'est ce que je me disais, en tout cas. Ouais. En tout cas, Georges, c'est fou aujourd'hui parce qu'il y a autant de personnes qui sont parties que certaines qui sont encore là, qui ont des frères et sœurs qui ont la chance d'avoir encore leurs frères, Georges. J'ai plus tous les noms, mais en tout cas, voilà, il y a un peu de tout dans ce documentaire, donc c'est assez large. Et il y a des paroles très sages de Roberto. Hein, moi, j'aime beaucoup. Hein. On peut tendre la main, mais on ne peut pas toujours modifier le destin d'un être. Tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, c'est Jean-Yves, ça. Ouais. Alors, voilà, je confonds tous les noms, comme je te l'ai dit. Mais il y a cette phrase aussi de toi, je crois. Tu vas me dire si c'est toi. Arrêtez d'attendre de nos parents ce qu'ils ne peuvent pas nous donner. C'est-à-dire qu'il y a aussi, j'ai entendu, ça, on devient adulte. C'est une de mes dernières publications. Tu vois, il y a ce truc-là, j'ai entendu dans le documentaire ou ailleurs, qu'on devient adulte à partir du moment où on pardonne à nos parents. Et ça m'a fait un bien fou. Parce que d'abord, je me suis rendu compte que je n'étais pas adulte. Mais parce que j'ai compris que c'est vers ça qu'il faut tendre. C'est le pardon. Alors, cette phrase, je l'ai lue dans un magazine il y a une vingtaine d'années. Et j'en ai fait un post sur un réseau social, là, il y a quelques semaines. Et donc, c'est là que tu as dû la découvrir. D'accord. Et effectivement, pour moi, c'était une révélation aussi, cette phrase. On devient adulte quand on a fini de pardonner à ses parents. Parce qu'au début, je pensais que c'était... on a fini de pardonner à ses parents, c'est-à-dire qu'on s'accepte tel que l'on est. Donc je disais de façon humoriste dans le post, voilà, moi je suis petit, chauve et aveugle. Et j'ai fini par m'accepter comme ça. Mais il y a une autre dimension et qui est encore plus importante dans cette phrase, c'est le fait d'arrêter d'attendre de nos parents ce qu'ils ne peuvent pas ou ce qu'ils ne veulent pas nous donner. En fait, ce dont ils ne sont pas en mesure de nous donner. Et pour moi, ça a été un gros travail d'arrêter d'attendre, par exemple, de mon père, de lui demander de comprendre ce qu'avait vécu mon frère. Et quand tu as arrêté d'attendre, je trouve qu'il y a des choses magnifiques qui sont arrivées. Des petites phrases de ton père qui ont montré que quelque part, il changeait de vision. Quand il dit « tu penses qu'il aurait pu faire quoi comme métier Ouais, ça c'est ce qu'il m'a demandé il y a 1 an et demi à peu près. On déjeunait ensemble. Ça c'est beau. Et on discute, et puis d'un coup, il me dit « Et tu penses que ton frère, il aurait pu faire quoi comme métier ?» Et là, je me suis dit « Waouh, ça cogite quand même. » Et ça, c'est un pas énorme, le fait qu'il me pose cette question. Non seulement il parle de lui, mais en plus, dans des termes où il aurait pu faire autre chose que reprendre l'exploitation familiale. Ouais. C'est ça. C'est fou, en fait, nos parents, on a toujours l'impression qu'ils évoluent pas, mais moi, je reviens de vacances chez mes parents. On dit toujours, si tu crois que t'es guéri, va faire un tour chez tes parents. Et c'est vrai que ça fout toujours un coup, même en ayant les parents les plus aimants et aimables possibles, c'est mon cas. Ça me renvoie toujours à l'adolescente mal dans sa peau que j'étais, et toujours cette impression de ne pas être à la hauteur, alors que pourtant, on me demande pas grand-chose. Et j'attends toujours quelque chose que eux ne voient même pas que j'attends.
Donc c'est vrai qu'il vaut mieux pas trop être en famille. Non mais tu vois ce que je veux dire, les familles qui sont tout le temps ensemble, je trouve que les traumas se résolvent pas vraiment. Alors, tu vois, moi, je considère que j'ai plus ou moins perdu ma famille. C'est-à-dire, j'ai perdu ma mère, mon frère. Donc, j'avais quand même beaucoup de... Enfin, j'avais une situation à reconstruire. Et j'ai rencontré mon épouse. Et elle vient d'une famille nombreuse. Ils sont 6 frères et sœurs. Et j'ai envie de dire, c'est l'une peut-être des rares, mais ça doit exister quand même. Il y a vraiment ce sentiment de famille qui est très fort. Et il y a une espèce d'osmose entre les 6 qui est assez incroyable. Et ce qui fait que pour les pièces rattachées, c'est pas toujours facile de trouver sa place d'ailleurs. C'est fou que tu aies été vers ce genre de famille inconsciemment. C'est beau. Oui. C'est Et d'ailleurs, quand on s'est mariés et qu'on a fait une retraite de réflexion, tout ça, j'ai dit, voilà, moi j'ai perdu ma famille. Alors, pardon pour mes cousins et mes cousines de le dire comme ça, mais voilà, j'ai perdu une partie de ma famille la plus proche, on va dire. Et j'ai construit une autre famille avec une grande famille justement où ils sont 6 frères et sœurs. Ils sont très proches, mais pour aller dans le sens de ce que tu dis, par contre c'est vrai que les sujets compliqués, les sujets tabous, on les met pas trop sur la table, quoi. Et alors que moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, je suis plutôt du genre, il y a une difficulté, et ben on va la mettre sur la table et on va en parler parce que tôt ou tard, ça va exploser si on n'en parle pas. Je suis pas sûre parce qu'en fait, moi, je vois mon frère et ma sœur, ils font pas ça et ils laissent couler tout et ça se passe tellement bien. Je sens que moi... Non, mais c'est ma conviction. Mais voilà. Moi, je suis toujours... On sent toujours quand je suis là, dans un repas familial, dans des vacances familiales, il va se passer quelque chose qui va exploser. Tout le monde le sait. Il y a une porte qui va claquer, il y a quelqu'un qui va se mettre en colère. Je l'ai encore vécu là à 46 ans. Tu vois, c'est fou. Tu parlais du 24 mai 2008. Moi, c'était le jour de mes 30 ans. C'est assez fou. Alors, le podcast ne dure pas 3 heures, donc on va se diriger vers la fin. Moi, il y a le choix de la chanson de fin merveilleux que je ne connaissais pas de Jean-Louis Aubert, qui s'appelle Une vie sans te parler, c'est long. Est-ce que ça évoque à la fois la perte et le manque de dialogue du vivant, de son vivant aussi? Est-ce que je trouve que ça évoque tout ça, c'est-à-dire de plus pouvoir lui parler et en même temps de ne peut-être pas avoir assez parlé pendant qu'il était là? Oui, donc la chanson de Jean-Louis Aubert, c'est con mais bon. Ah, ça s'appelle comme ça? Le titre exact, okay. C'est con mais bon, mais toi tu as donné les premières paroles en fait. Oui, Une vie sans te parler, c'est long. Ouais, exactement. Et elles sont magnifiques, ces paroles. C'est con mais bon, c'est génial, c'est vraiment ça la vie. Hein. Non mais c'est vraiment, pour moi, c'est la définition de la vie. Donc c'est le titre, voilà. Et oui, alors quand je t'ai écouté là ta question, j'avais envie de dire oui c'est ça, oui c'est ça, tu me demandais. Oui, je disais si c'était l'absence, donc de plus pouvoir lui parler, mais aussi de ne pas avoir pu parler de son vivant. Oui, et de ne pas avoir su lui parler de son vivant, exactement. Pour moi, j'avais un frère qui était une mine d'or en termes de culture cinématographique, musicale, et il cherchait à échanger avec moi, mais c'était pas mon dada, c'était pas mon truc, et j'avais toujours du mal à échanger avec lui là-dessus. J'étais toujours un peu sur la retenue. Est-ce qu'il est dans son état normal? Est-ce qu'il est bien? Est-ce que tout ça? Ah oui, il y avait une forme de paranoïa aussi. Ouais, une forme d'inquiétude en fait. C'est l'inquiétude permanente. Et cet état de stress fait que je suis passé à côté d'échanges certainement très riches culturellement, mais plus. Et donc, ça se comprend parce que tu as peut-être aussi la peur de se dire que c'est pas un véritable échange s'il est sous consommation. Oui, c'était ça, ouais. Ouais, complètement. Dans le film, d'ailleurs, j'en parle à un moment, quand il a cette manifestation d'amour, il me prend dans ses bras. Je me dis, mais est-ce qu'il est dans son état normal? Est-ce qu'il fait ça Qu'est-ce que tu diras aux gens, là, justement? Parce que moi, je trouve ça fou. Est-ce que c'est de l'amour, quoi qu'il arrive, même s'il a consommé? Il faut prendre ça comme de l'amour quand on est proche de dépendance? Parce que peut-être qu'ils ont besoin de ça pour montrer leur amour. En fait, s'il y a bien une chose dont je ne peux pas douter, c'est l'amour que mon frère avait pour moi. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et que cet amour s'exprime dans un état, on va dire, sobre ou sous influence, finalement, ça reste quand même de l'amour. Mais tu regrettes de ne pas l'avoir comme ça. Oui, alors, avec le temps, je ne suis pas quelqu'un qui vit forcément trop dans le regret, mais effectivement, c'est un peu présent, cette idée de j'aurais pu et j'aurais pu en tout cas en profiter autrement de ce moment-là, quoi. Et est-ce que tu as acquis une forme de spiritualité avec
toutes ces épreuves-là? Est-ce que une croyance, une foi dans quelque chose, ne serait-ce que le destin, le flot de la vie, ou le fait que les défunts soient encore présents quelque part pour toi? Alors, je risque de décevoir, mais moi, j'ai envie de... Non, mais je dis ça un peu en forme de provocation et humoristique. C'est que, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est sujet au malaise vago. Ça m'est arrivé assez régulièrement. Et un jour, j'ai fait un malaise, mais j'ai cru que, en fait, je me voyais mourir, quoi. J'ai cru vraiment que je partais. Dans mes yeux, ça devenait blanc, brouillé, noir. J'ai eu le sentiment que mon cerveau s'arrêtait de fonctionner. Et je me suis dit, je suis en train de mourir. Et je ne l'ai pas du tout vécu comme les malaises vagos que je fais d'ordinaire. Et je me suis dit, je suis en train de mourir. Et puis, je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital, tout ça. Mais, et je me suis dit, c'est peut-être ça, en fait, mourir. Tout s'arrête d'un coup, net. Point. Et alors, c'est pas une vision très optimiste. Non, c'est cartésien. C'est assez cartésien. Et je me dis, mais finalement, c'est peut-être pas plus mal, parce que c'est un soulagement aussi de se dire que les blessures que tu as pu avoir, ça s'arrête comme ça, et que tu n'en auras plus d'autres. C'est une façon de voir les choses, on peut se dire ça. Voilà, tu as vécu, tu as eu des blessures assez fortes, et tu n'en auras plus d'autres, et ça s'arrête net. Bref, on n'en parle plus, c'est terminé. Et si j'essaye d'être plus optimiste, moi j'aime bien trouver une forme de présence dans l'absence, c'est-à-dire une forme de présence parmi les êtres qui nous ont quittés. Et pour terminer sur une note très optimiste, la rencontre de mon épouse, je l'attribue un peu à ma mère et à mon frère. Alors tu vois que tu me déçois pas du tout. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, on s'est rencontrés lors d'un mariage. Moi je le sais, donc ne m'explique pas. Moi, tu le sais toi? Non, mais je sais très bien qu'une fois que les gens s'en vont, ils sont là pour nous apporter ce qu'il nous faut. Oui, mais je veux dire qu'est-ce pourquoi. qui s'est passé? En fait, lors de ce mariage, donc ma future épouse Corinne arrive à table. Donc elle s'assoit et elle découvre que je suis aveugle. Donc comme n'importe quelle personne s'y merde, je suis à côté de quelqu'un d'aveugle. Et puis très vite, elle se reprend. Enfin, elle comprend que finalement, voilà quoi. Et elle est capable de remettre en cause son préjugé très très rapidement, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et puis, donc on entame la discussion, arrive la discussion. Elle me dit t'as des parents? Je dis oui, mais moi j'ai plus que mon père. Ma mère est décédée il y a 2 ans d'une rupture d'anévrisme. Ah bon, d'accord, ok. Et t'as des frères et sœurs? J'avais un frère, mais il est mort il y a 6 mois. Et tu vois, et là, n'importe qui pourrait dire c'est qui ce gars? C'est compliqué. C'est compliqué, tout. Situation personnelle compliquée. Et elle s'est dit mais c'est qui ce gars au sens de intéressant. Comment il surmonte tout ça, quoi. Wow. Comment il a vécu tout ça. Mais et donc vrai. Derrière cette anecdote, j'aime bien voir la présence de ma mère et de mon frère, en fait. Votre première discussion, elle parlait d'eux. Exactement. Ouais. Et donc je me dis, ma mère et mon frère, ils m'ont un peu aidé à trouver mon épouse, en fait. J'en suis persuadée. Enfin, rencontrer, mettez le mot que vous voulez. C'est magnifique. C'est magnifique. Puis tu es un modèle, au-delà du film et de ce que tu nous délivres. Toi, ton parcours personnel de résilience et de rédemption, il est incroyable. Et de voir que les limites que la vie t'a imposées, tu as su en faire une force. Les gens pourront aller voir ton site et voir un peu ce que tu proposes aussi comme coaching. Donc le site, c'est... le site du film, c'est toutpourêtre.film, et mon site perso, c'est jérômeadam.com. Et il y a la fondation et donc ce fonds philanthropique qui est important. Et donc, à force de faire des ciné-débats, j'ai rencontré beaucoup de familles, d'acteurs de la santé, de l'éducation, de la justice, des élus. Et j'ai découvert quelque chose qui est tout ce qui concerne le développement des compétences psychosociales. Alors, c'est un terme barbare, mais on l'entend beaucoup ici. Moi, je crois beaucoup en ça. Et les programmes de prévention qui ont fait leurs preuves en termes d'efficacité des addictions, c'est notamment ces programmes qui reposent sur le développement des compétences psychosociales dès le plus jeune âge. Bravo. Et donc, la confiance en soi, la liberté de jugement et autres. Et c'est pas... Ce que j'aime bien dans ces programmes, c'est que, ça ne concerne pas que l'addiction, c'est-à-dire que ça a plein d'autres intérêts, éviter le harcèlement, diminuer les comportements agressifs à l'école et autres. Donc, il y a plein d'avantages. Et puis, c'est quelque chose qui va nous aider dans la vie de tous les jours. Et on ne parle pas que de résolution de problèmes. Avoir confiance en soi, c'est important dans la vie de tous les jours. Donc, c'est faire face aux défis de la vie quotidienne et prévenir les comportements à risque. Et donc, la Fondation Tout pour être heureux, elle s'est donnée pour mission de soutenir le développement de ces programmes
Et on va bientôt révéler notre premier soutien qui devrait être du côté de Marseille. D'accord. Pour donner un petit scoop. Eh bien, écoute, j'ai hâte de voir ça. Je suggère aux gens donc d'aller consulter toutes ces informations à l'Anon. Bientôt le film pourra être accessible en ligne. Le fond et le site Tout pour être heureux. Et surtout, j'aime beaucoup cette idée de prévention par rapport aux compétences psychosociales, d'aider les jeunes à trouver leur être profond pour ne pas avoir besoin de se défoncer, tout simplement aussi. Ouais, d'aller chercher dans autre chose. À l'extérieur, ce qui leur manque à l'intérieur. C'est ça qu'on va dire. Je te remercie énormément, Jérôme. Merci pour ton film, merci pour ta présence. Et tu es très inspirant. Voilà. J'espère que l'épisode aura plu à nos auditeurs. Et à bientôt. Merci, à bientôt. Et j'avais juste envie de te dire, j'ai en tête cette phrase que des éditeurs m'ont dit, que des producteurs m'ont dit, un aveugle et un toxico, ça fait trop. Et quand je t'écoute, j'ai envie de dire, mais bordel, ça fait pas trop. Quand est-ce qu'on utilise tout ça pour faire un bouquin ou quelque chose qui soit utile à tous, quoi. Complètement. C'est jamais de trop, un toxico et un aveugle. Si tu trouves un sourd, peut-être qu'on pourra faire un best-seller. Allez, salut. Salut. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La Mildeka anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.